Elle fait sa rentrée politique et elle a un mot d'ordre, être libre. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée française, vice-présidente du parti d'opposition Les Républicains. Vous avez été aussi ministre de l'Environnement, du Développement durable, des Transports et du Logement. Vous êtes également à la tête d'un mouvement que vous avez fondé, parti politique, qui s'appelle la France droite. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est quoi être libre en politique ? C'est d'abord être libre d'aller chercher des nouvelles idées, de dépasser les clivages, de sortir un petit peu des cadres de pensée traditionnels. Moi, je pense qu'on a tendance à ronronner un peu dans un entre-soi, dans la classe politique. Or, le monde c'est même pas que le monde change, c'est qu'on a changé de monde du travail, de monde économique, de monde technologique. Et donc il faut qu'on se libère un petit peu de nos carcans, de nos catégories, de nos manières de penser pour aller chercher de nouvelles idées. J'ai eu l'occasion de le dire là, pour ma rentrée politique. Parfois il y a des débats sur l'âge des candidats. Je trouve que ça a peu d'intérêt. En revanche, la question se pose de l'âge des idées. Parce que les idées, elles ont un âge aussi. Vous avez les idées des 30 Glorieuses, vous avez les idées des années 90, vous avez les idées qui sont nées avec la crise. Et aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle génération d'idées pour faire face notamment à la révolution numérique qui transforme tout dans le monde de l'économie et dans la société. C'est un discours ambitieux. Certains observateurs y voient déjà un programme politique, les prémices en tous les cas. En 2016, il y aura cette primaire de votre parti, les Républicains. Est-ce que votre discours est un premier pas vers une candidature ? Écoutez, moi j'ai des idées, j'ai des convictions et je veux les faire connaître. Être libre, c'est ça aussi. Je pense que voilà, il faut que ces voix-là soient entendues. De quelle manière ? C'est une question pour 2016. Mais pour le moment, je m'attache à fédérer en fait tous ceux-là qui se disent qu'on a besoin d'un bon souffle de liberté dans l'économie. On veut une société qui reste une société libre. Et puis la liberté, ça se défend. Donc ça veut dire en même temps être un petit peu strict, ferme sur un certain nombre de sujets régaliens. Alors de Bruno Le Maire à Nicolas Sarkozy, en passant par Xavier Bertrand, on assiste, semble-t-il, dans le discours à une droitisation. Vous prenez le contre-pied, semble-t-il, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous mettez en garde, par exemple, je cite, je vous lisais récemment chez des confrères français, vous mettez en garde contre une certaine régression identitaire. Expliquez-nous. C'est-à-dire que je trouve que le grand sujet aujourd'hui, le sujet principal, c'est d'affronter la modernité avec des idées neuves et de retrouver toutes nos marges de manœuvre, nos respirations dans l'économie. Et je trouve qu'en politique, on a tendance à s'obséder sur des questions identitaires. Je ne dis pas que les questions identitaires n'ont pas d'intérêt ou d'importance, mais je pense qu'il y a une partie du sujet qui est ailleurs. C'est pas nouveau, hein, j'ai eu l'occasion de le dire au mois de mai, quand il y avait tout ce débat autour de questions religieuses. Il y a un moment où j'ai dit, écoutez... Ça prend trop de place. Regardez la place que la religion prend dans la vie de chacun d'entre nous. Bon, il y a des gens pour lesquels c'est majeur, mais enfin, c'est quand même pas la majorité de la population. Il y a le problème du chômage, est-ce que je vais pouvoir payer mon appartement, est-ce que le petit va réussir ses études, est-ce qu'il va avoir envie de faire sa vie en France ou où, il y a ces questions-là qui sont dans la vie aussi. Et donc, je trouve qu'il faut qu'on réussisse à ne pas s'obséder, en tout cas seulement sur les questions identitaires. Et puis, il y a autre chose. On est menacé, on est agressé, on est attaqué par le terrorisme. Tout le monde parle de guerre à la civilisation. C'est quoi notre civilisation ? C'est un monde de liberté. Et donc, moi, je veux le défendre sans naïveté. Donc en étant, je le disais, ferme et même raide sur un certain nombre de sujets. Mais en même temps, ce qu'on défend, c'est la liberté. Donc je ne voudrais pas que l'agression conduise à une régression, que pour nous défendre, on oublie qu'on est une société de liberté. Nathalie Kosciusko-Morizet, pour le Premier ministre espagnol, c'est l'autre grand sujet du jour. Pour Mariano Rajoy, en visite à Berlin, la crise migratoire, dit-il, est le plus grand défi pour l'Europe des années à venir. Comment, selon vous, la France, au-delà de l'Union européenne, peuvent-ils relever le défi ? Je voudrais dire d'abord que je partage son point de vue. Quand on voit ces images, on a vu là encore les images des migrants à la gare de Budapest, mais quand on voit les images des files qui viennent vers l'Europe, on a un mélange de deux sentiments qui sont paradoxaux, hein, et chacun d'entre nous, je crois que personne ne peut y échapper. Il y a à la fois une compassion profonde. On entend parler de ces drames des migrants dans la Méditerranée, mais l'histoire des camions, il y a cette compassion terrible, et puis en même temps, il y a de la peur.
Il y a de la peur parce qu'on voit des vagues qui ont l'air de prendre d'assaut l'Europe. Donc oui, c'est un défi énorme. Je trouve qu'on devrait y répondre en séparant de manière plus nette la question des migrations économiques et la question du droit d'asile. Aujourd'hui, il y a une confusion qui parfois est un peu entretenue dans les mots. Par exemple, certains utilisent alternativement le mot migrant qui couvre l'ensemble des migrations, quel qu'en soit le motif, et le mot réfugié qui fait référence à des gens qui ont dû quitter leur pays du fait des persécutions, du fait de la guerre. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre les deux, ne serait-ce que pour ne pas mettre à mal le droit d'asile auquel nous sommes tous attachés. Mais y a-t-il vraiment une différence qu'on soit un réfugié politique, qu'on fuit la guerre, qu'on fuit une dictature, ou d'ailleurs, on va en parler, d'un réfugié climatique? Pourquoi y aurait-il une différence? Un réfugié climatique, c'est un réfugié aussi. Mais il y a une différence entre les migrations économiques et le statut de réfugié. Pourquoi? Parce que les migrations économiques, c'est légitime, je trouve, que nos pays les regardent en fonction de leurs besoins. Et voilà, est-ce qu'on a des besoins dans tel secteur de l'économie? Est-ce qu'on peut accueillir ces gens? Est-ce qu'on a les moyens d'eux? Donc la migration économique, elle appelle une réflexion de la part du pays d'accueil en fonction de est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il peut. Le droit d'asile, c'est autre chose. Le droit d'asile, ça correspond à nos valeurs. On ne laisse pas quelqu'un qui est dans une situation de persécution confronté à la persécution. Et si on mélange les deux, qu'est-ce qui se passe? On abîme le droit d'asile. Or, le droit d'asile, on y est attaché. Alors, je veux rentrer dans des propositions très concrètes. Sauf que, pardonnez-moi Nathalie, mélange ou pas, confusion ou pas entre migrants et réfugiés, l'Allemagne semble agir. Il y a toute une campagne politique, y compris à droite, des personnalités, les médias. On a vu dans les stades de football ce mot, willkommen, welcome, bienvenue. Pourquoi est-ce que l'Allemagne accueille ces réfugiés, je dis bien réfugiés syriens? Pourquoi est-ce que la France n'a pas la même attitude? Patrie des droits de l'homme. Je pense que l'ambiguïté entretenue entre la migration économique et le droit d'asile, en fait, n'y aide pas en France. Parce qu'en fait, si on entretient la migration, on se dit mais ça s'arrête où? Je crois qu'il faut restaurer... Mais pourquoi les Allemands arrivent à faire la distinction entre les deux et pas le gouvernement français ou pas les gouvernements d'avant? Le fait est qu'il y a une ambiguïté entretenue et notre droit d'asile peut-être... Je vous donne un exemple très concret. En France, vous avez plus de 80% des gens qui demandent le droit d'asile qui sont finalement déboutés. Pourquoi? À cause de cette ambiguïté entretenue. Par ailleurs, parmi les déboutés, vous n'en avez que 5% pour lequel l'obligation de quitter le territoire français est véritablement effectuée. Donc, il y a une espèce de grande hypocrisie, c'est-à-dire que le droit d'asile, en théorie, c'est une voie très particulière pour répondre aux persécutions et pour répondre à la guerre. Et en fait, c'est demandé très largement et la plupart de ceux qui sont déboutés ne sont pas reconduits. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on restaure le droit d'asile dans son essence. Ça passe par des choses très concrètes. Par exemple, la liste des pays sûrs. Les pays pour lesquels, normalement, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de guerre, donc il n'y a pas de raison de demander le droit d'asile. Ce n'est pas la même partout dans tous les pays européens. C'est quand même absurde, on pourrait se mettre d'accord là-dessus. Deuxième chose, vous pouvez demander l'asile néanmoins et avoir des procédures et des recours, même quand vous venez d'un pays sûr. Est-ce que c'est raisonnable? Troisième chose, vous pouvez engager plusieurs procédures à différents titres. Donc faire en même temps une procédure au titre du droit d'asile et une procédure, par exemple, c'est pour ça qu'il faut revoir ce qu'on appelle la règle de Dublin, ça a été débattu. Oui, mais moi je voudrais aussi qu'on puisse, quand on fait une procédure pour le droit d'asile, elle soit exclusive de tout autre. Si on considère qu'on est là parce qu'on est persécuté, voilà, c'est pas pour d'autres raisons. Bon, et puis dernière chose, un sujet sur lequel je sais, moi je me démarque d'une partie mais qui je crois est important. Quand on est aujourd'hui en attente de réponse sur le droit d'asile, on ne peut pas travailler. Ça coûte très cher. Parce qu'en fait, du coup, on se fait donner une allocation temporaire. Beaucoup de travail quand même. Il suffit d'aller dans un restaurant mais attendez, c'est là justement, ça va pas. Ça coûte 200 millions d'euros par an ou presque, cette allocation temporaire d'attente. Il y a de plus en plus de gens qui demandent le droit d'asile. Moi, je veux à la fois qu'on soit beaucoup plus strict sur ceux qui ont été déboutés, qui doivent être reconduits à la frontière, et en même temps, ceux qui sont en attente, je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas leur donner un permis de travail temporaire sur les métiers sur lesquels il y a de la demande et qui demandent qui ne sont pas satisfaites du côté de Pôle emploi, en précisant que cette durée de séjour ne devra pas pouvoir être prise en compte, par exemple, au titre d'un éventuel regroupement familial postérieur. Ce serait vraiment dans l'attente pour que les gens ne restent pas dans le désœuvrement, en coûtant
par ailleurs, sur la solidarité nationale, parce que 200 millions d'euros par an. Autre dossier important, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui approche à grands pas, il s'agit de la COP21, cette grande conférence mondiale sur le climat, conférence des Nations Unies, qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre, c'est désormais officiel. La France mise sur un succès, disons-le, qui est loin d'être acquis. Quels sont, selon vous, les enjeux réels de ce rendez-vous ? D'abord, les enjeux sont majeurs parce que, vous savez, les gaz, le changement climatique, c'est du stock, ça s'accumule. Donc, plus on attend, plus c'est dur. Il y a une inertie très forte dans le changement climatique. Les gaz à effet de serre qui ont été émis, on les récupère pas, ils se stockent dans l'atmosphère et ils sont là pour 50 ans, pour 100 ans. Donc on va vers la catastrophe. Oui, c'est une conférence qui est vraiment importante. Moi, je vais pas faire de... Il se trouve que je connais bien ce sujet parce que... vous avez été ministre et vous êtes de formation... Mais même en fait, je m'occupais des négociations climatiques avant même de faire de la politique. C'était mon boulot, c'était mon métier, c'était mon premier métier. Et c'est des négociations qui sont très difficiles. Je prône dans ces négociations un genre de pessimisme actif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces négociations, vous vous dites, voilà, quelle inertie, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est difficile. Et en même temps... il faut y aller parce que c'est quand même une négociation dans laquelle les chefs d'État sont présents, il peut quand même se passer des choses et de toute façon c'est la seule chance. Donc il faut être pessimiste, actif. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que je ne suis pas sûre que la France se donne les moyens de les aborder à 100% dans les meilleures conditions. Et notamment, je trouve que la répartition des rôles entre le ministre des Affaires étrangères et Laurent Fabius et la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, n'est pas idéale. Il y a longtemps, les négociations climatiques dépendaient du ministère des Affaires étrangères. On avait changé ça. On avait raccroché les négociations climatiques au ministère de l'Écologie. C'était une bonne chose. Ça mettait de la cohérence, véritablement, avec une seule voix qui parlait d'écologie en France et pour la France dans le monde. Et là, François Hollande a souhaité à nouveau mettre les négociations environnementales aux affaires étrangères. Ça fait les tensions qu'on voit entre Ségolène Royal et Laurent Fabius. On revient toujours, quand on parle d'écologie, y compris à des questions politiques et politiciennes. Mais attendez, on comprend votre point de vue. Attendez, il y a un problème concret derrière, c'est que dans la dernière phase, moi je connais ces négociations, de la dernière phase des négociations, le ministre a un rôle très important. Il faut que toute la France soit derrière lui. C'est un problème s'il y a de la tension à l'intérieur même de l'exécutif. Ce sera très... Mais on a le sentiment quand même qu'il y a un manque de souffle, d'imagination et d'ambition, là encore en France, sans faire de l'autoflagellation. Contrairement, prenons des pays nordiques, ouvrir les couloirs de bus, par exemple, aux voitures électriques. C'est quand même pas... On manque d'imagination en France. Attendez, sur les questions d'écologie en France, on régresse avec ce gouvernement. Alors écoutez, franchement, ils ont démantelé le ministère de l'écologie, le grand ministère de l'écologie. Il a été coupé en deux. On a mis le logement d'un côté, le reste de l'autre. Donc ça, ce ne sont pas des idées, encore une fois. Oui, mais enfin derrière, c'est du pouvoir pour le ministère et pour gagner ces arbitrages. Ils ont démantelé un certain nombre de politiques qui étaient en place. Je suis violemment opposée au recul sur l'écotaxe. Je trouve qu'il est scandaleux que le gouvernement ait reculé sur l'écotaxe. Ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va coûter aussi 1 milliard à gagner tous les ans, parce que c'était 1 milliard l'écotaxe que ça rapportait pour pouvoir créer des alternatives à la route, pour pouvoir développer le transport ferroviaire, pour pouvoir développer le transport fluvial. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui parle en matière d'écologie. La loi de transition énergétique, c'est une loi avec des objectifs. Voilà, vous avez les objectifs 2030, 2050, tout ce que vous voulez. Bon, si vous devenez ministre, vous mettrez en place l'écotaxe alors. Mais moi, je l'avais mise en place, je ne le cache pas. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais je pense que c'était une bonne chose. Eh bien, vous êtes la bienvenue lors de cette COP21 au mois de novembre prochain et au mois de décembre.